bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le seul podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles soutenu depuis cette année par la FFAC et l'ANM Chien Guide. Je m'appelle Estelle, je suis passionnée par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris. Je suis d'ailleurs persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu. En tant qu'amoureux des chiens, futurs bénéficiaires ou autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens guides d'aveugles et leurs maîtres en vous demandant mais comment font-ils pour se déplacer dans nos rues toujours plus agitées ? Ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée, ou encore comment agir quand vous croisez un tel binôme. Avant de découvrir ma dernière invitée de la saison, je voulais remercier Hello Jack, une jeune marque de compléments alimentaires efficaces et gourmands grâce à leur cure sous forme de friandises qui a soutenu le podcast ces 3 derniers mois. Et à l'occasion de notre collaboration, nous avons permis à 3 d'entre vous, Ryuk the Dog, Maiko et Cassidy et Elodie de l'épisode 42, de gagner 1 an de leurs produits. D'ailleurs, vous pouvez toujours profiter de 20% avec mon code HelloFCG20 sur hellojack.eu. Pour découvrir le programme du mois de décembre, rendez-vous à la fin de cet épisode, je vous dis tout. Et pour en revenir à l'épisode du jour, je vous présente aujourd'hui Manon et Reiko, son chien guide de l'école du Centre-Ouest. Malvoyante de naissance, Manon s'est tout d'abord guidée à la canne avant de se frotter à la réalité du monde urbain dès le début de ses études. C'est alors qu'elle repense à la possibilité, étant enfin majeure, d'avoir accès plus facilement aux chiens guides d'aveugles. Mais à quel point mesure-t-on vraiment la responsabilité d'avoir un chien guide ? Manon revient sur ses premiers pas en tant que maîtresse de chien guide avec Isis sur les bancs de la fac, avant de finalement faire une reconversion il y a quelques temps, qui coïncide finalement avec son retour sur les bancs d'une autre fac. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Manon. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast Futur Chien Guide. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter ? Oui, donc je m'appelle Manon, j'ai 28 ans, j'habite en banlieue lyonnaise depuis pas mal d'années maintenant, une dizaine d'années. Et donc j'en suis à mon 2e chien guide, Reiko. J'ai d'abord eu une chienne, à 20 ans, j'ai eu ma première chienne qui s'appelle Isis, une Golden Retriever. Et voilà, je l'ai gardée 7 ans et demi. Elle est partie à la retraite en mars 2022. Et j'ai Reiko depuis fin mars 2022, donc le successeur de Isis, qui est aussi un Golden Retriever. Donc voilà, donc ça fait quelques mois maintenant qu'on est ensemble. Moi, j'ai une vie assez active. Quand j'ai eu Isis, j'étais à la fac en musicologie. Maintenant, j'ai Reiko et je l'ai pile au moment où j'ai repris une formation, cette fois en tant que conseillère conjugale et familiale. Donc voilà, donc j'ai une vie assez mouvementée et mes chiens m'accompagnent partout. Et oui, comme tu dis, par rapport à cette reprise d'études, c'est vrai que c'est par ici qu'on s'est connus. Alors, on s'est pas encore rencontrés en vrai, non, mais ça ne saurait tarder. Un jour, oui, ce serait bien. Puisque, du coup, tu as fait ton entrée avec ton digne compagnon Reiko dans l'école où enseigne ma maman, la fac où enseigne ma maman, qui m'a dit « Ah, il y a enfin un chien guide, il faut absolument que tu rencontres Manon, tu verras, elle est géniale, etc. » Donc, ni une ni deux, nous voici en train d'enregistrer. Justement, donc tu as repris tes études. Avant de reprendre tes études, tu faisais quoi ? Donc moi, à la base, j'ai une licence de musicologie et après avoir eu ma licence, donc j'ai eu Isis, j'étais en pleine licence. Et après avoir eu ma licence, j'ai fait un service civique, toujours dans le domaine de la culture, etc. Et ensuite, j'ai fait quelques années en tant qu'intermittente du spectacle. Moi, je fais du chant, un peu de piano aussi. Donc j'ai voulu vivre un petit peu de ma musique. Puis c'est vrai que c'était quand même pas... Parce que c'est quand même assez précaire, que c'est pas une chose évidente, surtout que le piano n'est pas l'instrument le plus mobile de la Terre, donc quand on n'est pas véhiculé, oui. C'est la galère. Voilà, les copains, ils chargent leur truc dans leur bagnole et ils partent jouer là où on leur propose du boulot. Moi, je pouvais pas faire ça, donc je me suis démenée comme j'ai pu. Je regrette pas parce que j'ai appris plein de trucs. J'ai même eu l'occasion d'enregistrer mes chansons sur un petit disque et tout, donc c'est très chouette. Super. Voilà, mais au bout d'un moment, c'était devenu fatigant quand même. Et puis le Covid, en plus, est arrivé par-dessus tout ça. Donc, je me suis dit, bon là, c'est pas la peine. Il faut arrêter avant que ça te dégoûte complètement
de la musique. Je trouvais que ça manquait aussi de solidarité. Si on n'est pas dans les petits papiers des gens qui gèrent la scène, on est pas grand chose en fait. C'est pas tellement le talent ou ce qu'on est capable de faire qui fait la différence. Et j'ai jamais été très douée pour réseauter. Donc j'ai préféré laisser tomber et je me suis dit laisser tomber. Non, c'est pas le bon terme d'ailleurs, m'arrêter parce que ça me convenait pas. Et puis je me suis dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire parce que c'était pas non plus mon genre de rester à la maison etc. Et c'est vrai que quand j'étais au lycée, avant de rentrer en fac de musicaux, je m'étais dit je ferais psycho, j'aime la psycho, ça m'intéresse, etc., etc. Donc je m'étais dit alors qu'est-ce que je fais en retournant en fac de psycho? Et puis retourner à 28 ans sur les bancs d'une première année, c'était pas trop. J'avais passé beaucoup de temps à la fac, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent. Et en cherchant, en me renseignant, je suis tombée sur ce métier de conseillère conjugale qui était dans ce que je cherchais, parce que c'était quand même accompagner les autres, les écouter. Il y a quand même beaucoup de notions de psycho, mais en même temps, une formation avec des gens comme moi en reconversion, des stages, du terrain, une petite promo où on n'est pas 800 étudiants et il y en a pas les 3/4 qui vont laisser tomber. Et donc, un vrai lien avec les autres, avec les profs. Il y avait de la relation de partout. Et c'était ce que moi je voulais. Je voulais pas un truc trop froid, quoi. Voilà comment j'en suis arrivée là. Et ma foi, c'est très intéressant. Du coup, c'est le tout début de l'année pour l'instant et de ta formation. Oui. Tu es rentrée du coup en compagnie de Rico, mais est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ton histoire avec les chiens guides d'aveugles et peut-être sur ta vision pour commencer? Quelle est ton histoire avec tout cela? Est-ce que c'est de naissance? Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Alors moi, je suis non-voyante de naissance. Je suis l'aînée d'une fratrie de 3 enfants et je suis la seule de ma fratrie et même de ma famille à être aveugle. Une histoire de gènes, de chromosomes, des choses à dire classiques. Souvent quand les personnes non-voyantes de naissance rencontrent ce genre de problème. Donc voilà, et toujours eu des chiens à la maison, pas des chiens guides, mais c'est vrai que très jeune, on a eu un labrador, on a toujours eu toutes sortes de chiens, des petits, des gros. On a ça en commun tous dans la famille. C'est rare qu'on ait un truc vraiment tous en commun, mais ça oui, tout le monde, les parents, les enfants, on aime tous les chiens et donc c'est vrai que il y en a toujours eu à la maison. Après, moi, je suis partie à l'internat quand je suis rentrée au lycée. Je suis partie à Clermont-Ferrand. Et là, j'ai commencé à me dire, en fait, quand j'avais 16 ans, je me suis fait renverser par une voiture. Rien de grave, mais j'ai eu peur. J'ai pas eu de séquelles physiques. C'était un petit papy qui regardait pas la route et qui roulait à 20 à l'heure. Donc, il s'est rien passé de grave, mais ça a été quand même assez traumatisant pour moi. Et je crois que c'est là où j'ai commencé à me dire, ah ouais, peut-être qu'un chien, ça me permettrait d'être un peu plus en sécurité. Mais j'avais 16 ans, j'étais à l'internat où c'était pas tellement possible d'avoir un chien. Et puis, il y a une école aujourd'hui qui donne des chiens à des personnes non majeures, c'est Mira Europe. Oui, qui s'appelle maintenant la Fondation Frédéric Gaillan même. Ah oui, d'accord, j'étais pas à jour, ok. Et donc, il y avait cette école-là, mais c'est vrai que sinon, c'est pas très courant. Oui. Donc, mais ça a commencé à émerger comme ça. Et puis, quand j'ai eu 18 ans, il y a une dame qui était l'ancienne directrice de l'internat où j'étais à Clermont, qui avait des chiens guides, qui en a toujours eu, et je la croise avec son chien guide, et je lui pose un peu des questions, comment ça se passe, etc., etc., et elle m'explique un peu les avantages, les inconvénients, comment se passe la demande. Et je sais pas, je me dis allez, je vais tenter. Et j'envoie ma demande. À l'époque, j'étais à Clermont, donc l'école la plus proche c'était Limoges. L'antenne de Clermont Centre-Ouest n'avait pas encore ouvert. Donc je dis allez, j'envoie ma demande à Limoges. Et puis parce que je suis venue à Lyon pour la musicologie en fait. Et donc je dis j'envoie ma demande. Et j'ai envoyé mon dossier à 18 ans et l'école m'a reçue. Ils m'ont expliqué aussi en quoi c'était bien, en quoi c'était aussi contraignant. C'est pas quelque chose à négliger, ça c'est clair. Et puis ils m'ont fait marcher avec quelques chiens. J'ai trouvé ça vraiment bien et je me suis dit allez, moi ça me plaît. S'ils acceptent ma demande, moi je me sens prête. Donc si eux ils m'estiment prête, on y va. Et Banco, quoi. Et ma demande a été acceptée. Et puis 1 an et demi plus tard, il y a eu Isis. Ça a pris un peu de temps parce que les premiers chiens c'est toujours un petit peu plus long. Même s'ils essayent de raccourcir les délais, c'est toujours un peu plus long que les renouvellements. Là pour Echo, ça allait beaucoup plus vite. Donc Isis c'était arrivé dans ta vie. Tu commençais la fac de musicologie? J'étais en 2e année de musico.
Et c'était bien. Enfin, ils l'avaient un petit peu calculé comme ça. Quand j'aurais dit, je vais m'installer à Lyon, ils m'ont dit, on va pas te le donner le premier mois parce qu'il faut que tu te familiarises avec les trajets déjà à la Cannes. Ce qu'on oublie de dire beaucoup, c'est que on nous demande d'avoir un minimum de maîtrise des trajets par soi-même, par la Cannes, avant de prendre un chien guide. Et donc, on m'a dit, voilà, si tu pars t'installer à Lyon, il n'y a pas de souci, nous, on te lâche pas, mais tu dois d'abord maîtriser tes trajets, sinon, on ne pourra pas te donner de chien. Ouais, d'où l'intérêt d'avoir des instructeurs de locomotion dans les écoles. Et c'est vrai que ça, c'est un métier qui est assez peu connu au final. Enfin, toi, je sais pas si tu avais eu déjà affaire à l'instructeur de locomotion avant de rentrer dans ce cursus un peu de chien guide. Oui, puisque j'étais interne au CRDV de Clermont-Ferrand, et donc il y a un centre de rééducation pour déficients visuels, et donc oui, on avait des instructeurs en locomotion, et donc j'ai eu la chance de connaître ça avant, mais oui, c'est un métier qui est précieux. Ouais, et on en a beaucoup parlé sur le podcast avec Marion dans l'épisode 27, puisqu'elle est instructrice justement de locomotion au Chien Guide du Nord. Elle était d'ailleurs, elle a évolué depuis. Et c'est vrai que moi je le dis toujours, que c'est vraiment indispensable de maîtriser en tout cas le déplacement à la canne pour derrière pouvoir avoir un chien. Un minimum. Le chien n'est qu'un aide au guidage, c'est pas un pilote automatique, quoi. Non, voilà, ça remplace pas. Ouais. Donc tu fais ton entrée, Isis plutôt arrive dans ta vie alors que tu es en 2e année de fac, en musicologie. Et donc ça se passe, c'est quand même dur, les premiers mois, faut être honnête. La rencontre est super. Et elle est assez magique dans le sens où ils m'appellent, ils me disent voilà, on a bonjour Réco qui vient se coller à moi avec sa tête toute mouillée parce qu'il a plu, super. Voilà, salut Réco, on va parler de toi. Et donc il me dit voilà, on va te faire essayer 2 chiens, donc j'y vais. On me dit on va te faire essayer un golden et un labrador. J'y vais pour faire des essais, on marche, on fait une sortie avec Isis, 2 sorties avec Isis. Et il me dit, c'est bon, j'ai pas besoin de te faire essayer le labrador. En fait, c'est ce chien-là qu'il te faut. On voit que vous vous entendez bien et que ça va vraiment te correspondre. Là où c'était beau aussi, c'est qu'il m'a dit, écoute, je vais la reprendre pendant quelques mois, on va fignoler des détails et puis je te la donne ensuite. Et en fait, au bout des 2 journées d'essai qui étaient prévues, où au départ je devais essayer 2 chiens, finalement j'ai essayé que Isis, il me dit non mais c'est bon, elle est prête, tu reviens la semaine prochaine et puis on commence la remise. Et c'était prise. Oui, c'était complètement fou. Même moi, il a fallu que je me fasse à l'idée que ça y est, j'allais accueillir un chien. Ouais. On a fait la remise et puis on a commencé l'histoire avec Isis. Alors c'était chouette et en même temps les premiers mois c'est dur, on se connaît pas, on sait pas marcher avec un chien. On tâtonne un peu. Voilà, on tâtonne beaucoup, on comprend pas toujours les réactions du chien, pourquoi il fait ça, pourquoi il fait pas ça. Au départ j'étais là, oh là là, comment je vais faire. Mais en même temps, c'est venu apporter un petit vent de fraîcheur sur la promo de musicologie. Tout le monde était très content qu'il y ait un chien. Ça m'a permis, moi, de créer du lien avec d'autres personnes par l'intermédiaire de Isis. C'est-à-dire que les gens commencent à jouer avec Isis, puis après ils discutent avec moi. Et moi qui étais plutôt, je sais pas si on peut dire timide, mais en tout cas qui suis toujours, d'ailleurs à l'heure actuelle, pas forcément une personne qui va comme ça spontanément au devant des gens. C'est vrai que la présence du chien, c'est un aller vers les autres pour moi qui est essentiel. Je parle vraiment de moi. Il y a des gens, ils n'en ont pas besoin. Ils se débrouillent très bien sans ça. Et c'est tant mieux pour eux. C'est pas une nécessité absolue. C'est pas ceux qui ont des chiens vont aller vers les autres et ceux qui n'en ont pas vont pas y aller. Mais moi, pour ma part, pour mon expérience personnelle, c'est vrai que ça a complètement changé mon rapport et ma manière de me positionner face aux autres d'avoir le chien. Et ça, c'est extrêmement précieux. Ça, forcément, c'est venu tout bouleverser ma vie dans le bon sens, quoi. Donc Isis a eu vraiment un rôle important de socialisation aussi. On le dit souvent sur ce podcast. Oui. Il y a un rôle de guidage, mais c'est avant tout un animal, un chien de compagnie. Même s'il a ce rôle de guidage, ça apporte aussi beaucoup aux personnes. Et comme tu dis, certains d'ailleurs, on a fait aussi un épisode sur le sujet, on n'est pas obligé d'avoir un chien. C'est pas une obligation. Et c'est aussi ça que j'ai voulu souligner, du coup, dans l'épisode 41 avec Laetitia Bernard, qui est journaliste à France Inter. Oui, tout à fait, ouais. Et justement, je voulais pas faire cet épisode dans les tout premiers du podcast, parce que c'était un peu se tirer une balle dans le pied. Ouais. Mais après avoir fait 40 épisodes sur le chien guide,
Je trouvais que c'était important de montrer que c'était un choix d'avoir un chien guide et c'était pas t'es aveugle ou t'es malvoyant, pof, on te colle un chien guide, quoi. Oui, tout à fait. Il y a surtout la volonté d'en avoir un. Et ce que tu disais, c'est que pour toi, ça t'a permis de faire plus de choses, pas uniquement par rapport au guidage, mais du point de vue social aussi. Voilà, c'est ça. Ça m'a permis de faire beaucoup plus de choses. Et c'est vrai que parfois, les gens dans la rue ils me disent, ou dans la rue, ou quand on commence à discuter, ils me disent, c'est mieux avec un chien, non, qu'avec une canne. Et je leur dis, pour moi, oui. Mais il n'y a pas un mieux universel, quoi. C'est-à-dire que, voilà, moi je connais des gens, ils ont une canne, ils font tout autant de choses que moi, sinon plus. et voilà. Mais oui, j'entends souvent cette croyance que avoir un chien, c'est forcément mieux qu'avoir une canne. Et donc j'essaye de la faire en disant, oui, pour moi, oui, mais seulement pour moi, en fait. Enfin, voilà, je parle de moi, je veux pas parler au nom de tous les aveugles. Non, puisqu'il y a surtout qu'il y a 1% seulement des déficients visuels et des aveugles qui ont un chien. Donc il y a tous ceux qui n'en ont pas encore et qui le souhaitent, mais il y a aussi des gens qui le veulent pas. Oui. Et je me souviens aussi, c'est assez intéressant ce que tu dis, on en avait discuté avec Fabienne, qui était en duo avec Finlay dans l'épisode 15. Justement, Finlay venait de prendre sa retraite. Alors Fabienne Ostan, on la connaît un peu, certains l'ont peut-être vue à la télé sur La France a un incroyable talent, elle danse les yeux fermés. Elle racontait que suite à la retraite de Finlay, pour diverses raisons, elle n'avait pas souhaité reprendre un chien. Ça montre aussi que le chien peut apporter quelque chose, mais c'est pareil, une fois qu'on s'est lancé dans l'aventure du chien guide, c'est pas forcément obligatoire d'en redemander un. D'où ma question par rapport à Isis, comment s'est passée la mise à la retraite? Et pour toi, du coup, c'était quasiment logique d'en redemander un? Ah ouais. C'était vraiment indispensable dans ta vie? Ah ouais, moi c'était évident. Moi je me vois, alors je dis toujours, je sais pas comment sera ma vie, donc voilà, mais là tout de suite, je m'imagine bien faire toute ma vie avec des chiens guides. Jusqu'à, comme cette dame dont je parlais tout à l'heure, qui dirigeait le CRDV et qui m'avait expliqué tout le fonctionnement des chiens guides et qui en a depuis qu'elle est toute jeune et qui en est à son 6e, je crois. Je me vois bien faire ça toute ma vie. Mais on sait jamais trop ce que la nuit nous réserve et c'est pas impossible que dans 10 ans, mes conditions de vie ne me permettent plus ou que je n'ai plus besoin, etc., etc. C'est théorique tout ça, mais oui, dans l'absolu, oui. Moi, la mise à la retraite de Isis, j'ai eu quand même beaucoup de chance. Elle s'est très très bien passée. Bon, Isis, elle a 9 ans aujourd'hui, elle est toujours vivante, mais elle commençait à fatiguer. Le confinement lui a quand même foutu un gros coup. On sortait beaucoup et d'un coup, on n'est plus sortis. Donc, je pense qu'elle a pas compris. Elle est ressortie avec le museau tout blanc. Elle a pris un bon petit coup de vieux. Bon, elle avait déjà 7 ans, mais quand même. Il y a des chiens qui peuvent bosser jusqu'à 10, 11 ans, ça dépend. Donc voilà, elle avait été un petit peu affectée par tout ça. Et moi, j'ai commencé à anticiper, à me dire bon voilà, on va renouveler. J'ai renouvelé ma demande. Isis, c'était pas encore à la retraite parce qu'il faut prendre le délai en compte, le délai, etc., etc. Ouais. Et donc Isis a été adoptée par des amis à moi, qui étaient des amis de mon conjoint de l'époque et qui sont devenus des amis à moi, qui cherchaient à adopter un chien un peu âgé, qui serait tranquille, etc. Donc ça tombait très très bien avec Isis pour qui je cherchais une famille parce que moi je pouvais pas assumer 2 gros chiens à Lyon dans mon petit appart, c'était pas possible. Ça, c'est quelque chose que tu avais déjà tranché, le fait de trouver une famille pour Isis et de pas la garder. Auprès de toi, c'était pas possible. Ah ouais, non, c'était pas possible. Franchement, j'aimerais bien, si je peux garder Reco et mon 3e, je le ferais très volontiers. Mais voilà, dans 40 mètres carrés, pas de jardin, non, ça le faisait pas. Ouais, et puis il faut prendre en compte les besoins du chien. C'est ce que j'ai fait un épisode avec Dorian qui a sa nouvelle petite chienne qui s'appelle Polly dans l'épisode 39. Et justement, Dorian a eu la chance de pouvoir garder sa grande Phénix vu que maintenant elle est à la retraite. Et elle le disait bien, c'était important c'est pas un geste égoïste, il faut penser au bien-être du chien. Et comme tu dis, c'est ça. Voilà, pour 40 mètres carrés, et puis tu aurais pu avoir un 40 mètres carrés et les sortir tous les jours, mais en tout cas, avec ton emploi du temps, c'était pas possible. C'était pas possible, et voilà. Déjà, je peux avoir de ses nouvelles, donc ça, c'est super. Ouais. On est au lien, on discute, je l'ai revue cet été, et puis, ils prennent soin d'elle, ils lui font faire des balades. Isis, il aurait pas fallu qu'elle reste toute seule. Moi, c'était le critère. Ouais. Il y a des gens qui me disaient, mais j'ai un grand jardin. Non, mais ça m'intéresse pas. Enfin. Non. Moi, je veux quelqu'un qui puisse la prendre tout le temps avec, parce que elle supportera pas d'être 8 heures toute la journée. Et même, on m'avait dit, mais il y a des animaux. Oui, non, mais c'est pas pareil, en fait. Je peux pas la laisser. Voilà. C'est vrai que les gens comprennent pas toujours la retraite d'un chien guide. Enfin, le chien guide, il a passé toute sa vie presque 24 heures sur 24 avec un humain, quoi. Ouais,
Complètement, mais c'est 24 heures sur 24. Enfin, je veux dire tout le temps en fait. Hein, c'est ça. C'est très rare qu'ils soient seuls, donc on peut pas d'un coup leur dire tu vas rester 8 heures, 10 heures. C'est pas possible. Le chien il va pas supporter. C'était mon critère, c'était qu'on l'emmène vraiment partout. Et c'est vrai que ils partent en vacances, ils l'emmènent, ils vont en ville, ils l'emmènent, voilà, voir du monde. Et ils font très attention à elle, ils prennent énormément soin d'elle. Et je pense que je n'aurai jamais assez de gratitude pour ces gens qui offrent à ma chienne une retraite extraordinaire. Je crois qu'ils sont bien tous les trois et qu'ils se font du bien tous les trois. Et moi, ça me part en fait. Les gens me disent, mais ça t'a pas déchiré le cœur? J'ai eu des gens qui m'ont dit, mais t'es inhumaine de laisser ton chien, t'aurais pu au moins le mettre dans ta famille ou je sais pas quoi. Déjà, c'est une décision qui me concerne et je n'ai pensé qu'au bien-être du chien. Vraiment, tout ce que j'ai décidé, je l'ai décidé pour le bien-être d'Isis. Oui. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on projette beaucoup de nos sentiments humains sur les chiens. Un chien, il se pose pas toutes les questions qu'on se pose. C'est-à-dire que s'il est bien dans un endroit, il passe vite à autre chose. Ce que l'éducateur de Réco m'avait dit, il m'avait dit, si t'es OK avec ta décision de retraite, que tu lui dis au revoir à Isis comme si t'allais la voir dans quelques jours, elle va peut-être te chercher 1 jour, 2 jours, mais après, vu qu'elle sera dans un endroit où on prendra soin d'elle, elle va s'habituer à son nouvel environnement, elle va comprendre que, hop, on passe à autre chose. Et il se pose pas toutes les questions que nous, on se pose. C'est sûr, on fait beaucoup d'anthropomorphisme là-dessus. Complètement. Ça fait du coup des choses un peu, on quitte le chien avec les grandes os, avec les grandes larmes, alors que en fait, voilà, c'est ça qui va mettre encore plus mal le chien. Je dis pas qu'il faut pas être triste, hein, attention, hein. Mais je veux dire que, voilà, si on accompagne le chien, voilà, il va suivre sa petite vie. Et effectivement, Isis, quand je l'ai revue, elle était contente, mais pas normale, quoi. Elle était dans son nouvel environnement, très à l'aise. Et moi, je trouve ça fantastique. Enfin, Tu devrais te retrouver dans le discours qu'a tenu Fabienne dans l'épisode 15, puisque après, en fait, j'ai eu dans l'épisode suivant Christelle et David, la famille de retraite de son petit Finlay. Et pour le coup, c'est vraiment ça. C'est arrêtons les au revoir pleurnicheurs. De toute façon, le chien, lui, il est trop content de retrouver une autre maison tant qu'il a de l'amour et que son bien-être est assuré. Exactement. Christelle et David, voilà, eux, à la base, ils voulaient être famille d'accueil et puis ils étaient un peu trop loin d'une école. On leur a dit, vous pouvez être famille retraite. Et quand on voit aujourd'hui tout ce qu'ils font avec Finlay, alors ils s'adaptent bien sûr à sa condition physique, mais Finlay est encore très en forme et les suit assez de partout. Je vois régulièrement des photos sur les réseaux sociaux où il est à la plage en train de courir avec eux, etc. Et je trouve que c'est important de parler de cette retraite des chiens parce que c'est une des questions. Après et c'est pas trop dur de le rendre. C'est mais du coup à la retraite ils font quoi? Alors non, ils vont pas dans le giron de la SPA ou autre. En tout cas pour les écoles fédérées, c'est inscrit dans la charte. Absolument. Les écoles gèrent la mise à la retraite de leurs chiens. Et si on n'a pas de solution, l'école nous aide à trouver une famille. Voilà. Oui, exactement. C'est ce qui s'est passé du coup pour Finlay. Christelle et David étaient une famille qui avait postulé à l'école des chiens. Oui, voilà, moi il m'avait proposé aussi de me donner un coup de main. Il nous laisse la main libre, évidemment, le champ libre, si on veut, si on a une idée, etc. Ils nous disent, voilà, faites. Sinon, ils peuvent nous filer un coup de main. Ils veillent vraiment à ce que le chien soit à un bon endroit. Et c'est vrai que moi cette question de la retraite, voilà, c'est vraiment quelque chose qui parfois me met aussi en colère parce qu'on passe vraiment pour des inhumains. Oui. Voilà, parce que le chien vous a aidé pendant des années, puis on l'abandonne, on se pose pas la question. Si en fait, mais alors que je pense qu'au contraire, on a plutôt une démarche altruiste où on fait attention aux chiens et pas à notre petite personne. Et enfin, donc c'est vrai que je pense qu'il faut changer un peu les mentalités là-dessus, quoi. Et donc Isis, aujourd'hui, on peut remercier ces 2 personnes. Ils s'appellent comment Ergue et Verena, voilà, qui prennent soin d'Isis. Et je vous aime et je vous remercie de tout mon cœur, vraiment, vraiment. Et mon ex-compagnon aussi qui me les a présentés et que je remercie aussi parce que sans vous 3, en fait, je sais pas où elles seraient. On aurait probablement trouvé une solution, mais c'est merveilleux qu'ils soient ensemble. Et d'avoir des nouvelles, du coup, j'imagine que ça te remplit le cœur aussi. Tout à fait, d'avoir pu la voir cet été et qu'on se soit mis d'accord que s'il lui arrive quelque chose, si elle est malade, ils me préviennent. Si je peux être auprès d'elle avant qu'elle s'en aille, je le serai. Si je peux pas, je le serai pas. Et c'est la vie, de toute façon, ça peut arriver. Le chien peut ne pas se réveiller un matin et c'est comme ça prévient pas. Voilà, si je ne peux pas, je ne peux pas. Mais en tout cas, on s'est mis d'accord là-dessus et c'est chouette. Une belle complicité entre nous. Une belle rencontre. Voilà. Et donc, une fois que Isis était entre de bonnes mains, comment s'est passée l'arrivée de Réco plus récemment?
Reiko, il est arrivé assez vite. En fait, j'ai mis Isis dans sa nouvelle famille. J'ai fait 2 semaines à la Cannes. On m'avait conseillé de pas tout de suite passer d'un chien à l'autre. Et je comprends complètement ce conseil. En fait. Du coup, voilà, j'ai fait 2 semaines à la Cannes. C'est pas pratique, hein. Franchement, quand on a fait 7 ans et demi de chien guide, et c'est pas drôle de revenir à la Cannes. Mais bon, ça se fait. Et surtout, ça évite d'établir trop de points de comparaison. Ça permet de perdre un petit peu des habitudes parce que le chien va être différent et c'est vrai que quand on est habitué avec son chien, des fois on se parle plus, il y a un petit coup de harnais par-ci, un petit mouvement du corps par-là et on se comprend et on sait exactement. Et le nouveau chien, il comprend pas. Si on met un coup de harnais, ça va, voilà, il sait pas encore. Perdre un petit peu ces petits réflexes qu'on a et donc c'est bien effectivement de changer. Faire 2 semaines moi j'ai fait 2 semaines à la Cannes et je le regrette pas. Après ça faisait un peu vide à la maison. Les premiers jours je me suis surpris à dire bonjour au panier avant de me rendre compte qu'il y avait plus personne dedans. Enfin voilà. Bon, mais ça faisait partie du process. Et puis après Reiko est arrivé et c'est vrai que j'avais peur moi de comparer parce que moi je suis tombée amoureuse des Golden. Je veux pas de Labrador. J'aime bien la sensibilité du Golden, qui est parfois un petit peu contraignante, mais qui, moi, me plaît. Et donc, j'ai demandé à avoir un Golden, et je me suis dit, mince, j'ai peur de trop comparer, mais en fait, ils ont chacun leur personnalité, même de la même race, et donc, j'ai pas tellement eu ce sentiment. J'étais juste avec mon nouveau chien, que j'apprenais à connaître. Nico, il est jeune, il demande vachement d'attention. C'est un chien qui est plein de vie, plein d'énergie, et donc... c'est pas que j'ai oublié Isis, mais je me suis concentrée sur Reiko et demandais à ce qu'on se concentre sur lui. Donc finalement, ça s'est fait assez naturellement. Il y a juste plusieurs fois où je l'ai appelé Isis. Voilà. Allez en avant, Isis. Non. Oui, ça. Mais c'était normal. Ça, en tant que famille relais, je peux te dire que moi, je le fais souvent et pourtant. Ouais, on change un peu de prénom de chien à chaque fois et pour le coup, le matin, quand t'es un peu la tête encore pas tout à fait réveillée, tu sais plus, c'est un peu le loto, comme je dis, les relais pas... voilà, on sait pas sur qui on tombe, on sait, mais voilà. On sait par le mail et par l'information qu'on a quand on va récupérer le chien, mais des fois, ouais, c'est un peu perturbant, on est là, mais c'est lequel? Oui, je comprends très bien. Ouais, ça m'a fait un petit peu ça. Mais sinon, j'ai quand même trouvé que c'était moins difficile que ce que j'imaginais et moins difficile aussi que le premier chien. Parce qu'en fait, quand même, on sait marcher avec le chien, on sait conduire le chien, on sait comment ça fonctionne globalement. En plus, moi, là où ça a été plus éprouvant, c'est que j'ai beaucoup plus de trajets aujourd'hui que j'en avais à l'époque où j'ai eu Isis. Parce que du fait d'avoir Isis, j'ai élargi mes possibilités de trajet. Et donc, la remise avec Reiko a été ultra dense. On est sortis de là tous les trois. Reiko, Xavier l'éducateur et moi, on a été rétamés parce que c'était extrêmement chargé. Il y avait énormément de trajets. J'avais plein de choses à voir. Et donc, c'était fatigant pour nous trois. Mais en même temps, je trouvais que c'était plus facile parce que... je connaissais et parce que aussi j'avais fait des erreurs avec Isis et du coup je savais ce que je voulais et ce que je voulais pas. Je voulais un chien qui fasse dans le caniveau parce que je l'avais pas maintenu avec Isis et je m'en étais mordu les doigts. Voilà, on a travaillé dans le caniveau. Je voulais un chien qui revienne vraiment bien au rappel parce qu'Isis avait quand même un petit côté fugueur. On a travaillé le rappel, on a travaillé ça même avec du fromage pour que ça me rassure, pour que voilà, enfin j'avais des points sur lesquels je voulais pas transiger. Ça permet vraiment d'être plus précis dans la manière dont on va gérer son chien quand c'est le deuxième. Donc moi, je trouve que c'est un peu plus facile. Oui, puis tu avais déjà les codes et au final, il y a certains codes que tu as vraiment voulu maintenir dans le temps. Et c'est ce que tu disais, le fait d'être un peu... je disais que c'est pas un pilote automatique, mais... Il y a des habitudes qui se prennent quand même avec son chien. Et puis, après 7 ans et demi de guidage, il y a plein de choses que vous compreniez, mais comme peuvent se comprendre 2 personnes en se regardant sans forcément se parler. Tout à fait. Et je me souviens Arthur, qui est avec Loya, nous l'a vraiment redit, surtout quand ils ont accueilli avec son compagnon un chiot en élève chien guide. Donc lui, Arthur de l'épisode 11 à Loya en tant que chien guide d'aveugle. Et puis parallèlement, son compagnon et son mari, d'ailleurs, Florian, dans l'épisode 34, nous racontait que voilà, lui, il a accueilli un élève chien guide, un petit chiot. Et Arthur, c'est vrai que ça lui a fait reposer pas mal de questions sur
le maintien de plein de points d'éducation qu'il n'avait pas forcément délaissés, mais comme tu dis, voilà, il avait mis un peu plus de souplesse, alors que pour le coup, Loya était très contente de retravailler à la friandise pour réactiver certaines choses. Et je vois qu'avec toi, du coup, Isis, le caniveau, vous aviez peut-être un peu laissé de souplesse parce qu'à l'époque, t'en avais pas forcément besoin. Exactement. J'habitais à 30 mètres d'un parc à chiens et donc je me suis dit, c'est bon. Puis après, j'en avais besoin et ça marchait plus très bien parce que j'avais pas maintenu. Et donc ouais. Et puis c'est vrai que peut-être la difficulté, elle est là quand on reprend un chien. Il faut à nouveau les premières semaines, il faut être très scolaire. Oui. C'est-à-dire qu'ils insistent vraiment et ils ont raison parce que si on, comme dit quelqu'un que je connais, de toute façon ça va partir en cacahuète. Donc il faut serrer la vis au début parce que ça va forcément s'assouplir. Donc si déjà on est souple au départ, après ça va être n'importe quoi. Et c'est vrai, c'est-à-dire que forcément après on se relâche. Je veux dire, il y a le boulot, il y a les études, les soucis. On n'a pas tous les jours la tête à ça et on n'est pas tous les jours en train de dire allez les lignes, tu t'assois dans les lignes. Non, il y a des jours le chien il s'assoit pas en fait. Et puis on y va, il s'arrête pas dans les lignes, on trace direct et voilà. Et on peut pas faire ça les premières semaines parce que si on fait ça les premières semaines, on est foutu en fait. Le chien, il faut, et c'est beaucoup plus facile de cadrer et d'arrondir après une fois qu'on a cadré, d'arrondir les angles plutôt que de faire un truc vachement souple et après de resserrer la vis au chien bien plus tard. Ça c'est beaucoup plus compliqué. Donc oui, et puis la rigueur les aide aussi le cadre qu'on leur propose, ça les rassure aussi, ça les aide à poursuivre et surtout au début, je veux dire le chien il se fait nouvel environnement, nouveau maître, nouveau trajet. Si on lui met pas un petit peu de rigueur, un petit peu des habitudes, le repas à telle heure, le machin, c'est compliqué. Il gère pas le changement de la même manière que nous, et donc il faut le prendre en compte ça aussi. C'est énorme ce qui se retrouve comme changement. Ils ont plein d'odeurs dans le nez, un nouvel environnement. C'est gigantesque. En plus, une grande ville comme Lyon, moi, je le traîne dans le métro, je le traîne dans le truc. Il a jamais fait ça de sa vie, parce qu'il a grandi à Clermont. Enfin, voilà, il faut prendre ça en compte et donc être structuré. Au moins au début. Après, on peut se permettre, là, ça fait 7 mois avec Réco, c'est un peu plus détendu. Et dès qu'il y a quelque chose qui va un peu moins bien, il faut reprendre de façon scolaire. Réco, il avait envie au départ de voler des trucs. Il m'a volé un petit peu de la nourriture les premiers temps. Les acquis sont forcément un peu bousculés quand il change de maison. Je dis à Xavier, qu'est-ce que je fais ? Il dit, tu refais scolaire. Tu vas te mettre à table, tu vas manger, tu vas à ta place. Tu es en train de faire de la cuisine. Le chien, il se lève. Non, tu vas à ta place. Et voilà, et tu cadres, quoi. Et après, tu peux faire bouger un peu les choses. Ouais, moi, cette méthode, je la comprends, quoi. C'est cohérent. Ouais. Et justement, parmi toute cette aventure que tu as eue avec Isis, avec Réco, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as découvert ou que tu as appris avec les chiens guides d'aveugles auquel tu t'attendais pas du tout ? Ce qui m'a un peu bluffé, notamment avec Isis, après je savais, donc c'était différent, mais la première fois qu'on l'a emmené chez moi, on l'emmène à la maison, on la fait rentrer, on lui donne à boire et on sort. Il me dit, on va aller voir où est le parc à chiens pour les besoins. On va au parc à besoins et on revient. Et direct, elle est revenue pile chez moi, quoi. Elle s'est arrêtée devant la bonne porte du bâtiment, devant la bonne porte de mon appart. C'était une résidence étudiante, il y avait 300 portes. Et ça, mais elle y est rentrée qu'une fois. Mon Dieu, mais qu'est-ce que... Et ça, j'étais... oui, ils ont une mémoire extraordinaire et on les fait aller à un endroit une fois et ils s'en rappellent. Et même... on n'y va pas pendant des mois et on y retourne et ils s'en rappellent. S'ils montrent pas la porte, c'est qu'ils ont vu un truc un peu plus intéressant plus loin, aussi qu'ils ont pas fait attention, mais globalement ils se souviennent, ils savent très bien quand on leur a fait une fois, ils savent parfaitement. Et ça, j'étais quand même ah ouais, effectivement, ils sont doués, quoi. Et puis peut-être aussi dans les croyances que j'avais et qu'on a tous et qu'il faut là je crois aussi changer. Moi, j'étais persuadée que le chien nous protégeait du danger, notamment que si on voulait traverser et qu'il y avait une voiture, le chien traversait pas. Et en fait, c'est pas vrai. Enfin, le chien, si on lui dit aller en avant, il y va, quoi. Donc, il y a pas de oulala, il y a une voiture et donc non. Et ça, c'est un truc que les gens croient, que moi je croyais. Et en fait, non. C'est-à-dire qu'on c'est hyper responsabilisant. Parce que non seulement on est responsable de soi-même, mais on est responsable du chien. Et c'est pas l'inverse, en fait. Oui, et puis en plus, le chien te devance de 50 cm, je pense, quand même. Tout à fait. Donc c'est lui qui va de son museau à tes jambes. Voilà. Ouais, alors du coup, moi, je le voyais déjà avec les chiens qu'on a
en relais. Bon, je le vois encore plus aujourd'hui avec la poussette, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'avec mon baby boy, si je mets la poussette devant, c'est la poussette qui prend, quoi. Donc, c'est un peu différent. Mais oui, c'est vrai que c'est pas eux. Alors, ils vont te mettre en sécurité pour des choses qu'ils ont apprises. Oui. Notamment pour le vide. Oui, si on veut descendre sur le truc du métro ou quoi, ils peuvent se coucher devant et dire non. Voilà. Ça, on leur a appris. C'est un peu l'étape ultime, comme je dis souvent, de l'éducation, c'est la désobéissance. Oui, parce que du coup, ils doivent te désobéir pour te protéger, mais c'est quelque chose qu'ils ont appris. On leur a pas appris, c'est sûr. Et puis, ce serait très compliqué, je pense, à regarder comme nous à droite, gauche, à gauche, à droite. Et malheureusement... on compte un peu aussi sur la civilité des automobilistes pour toi tu checkes le feu, tu checkes parce que c'est et puis ça c'est notre job. Voilà, c'est pas eux non plus qui voient la couleur du feu vert ou rouge de toute façon. Ils sont nuls en couleur donc. Exactement. Et voilà, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, et c'est même un peu vexant des fois parce qu'on est en train de traverser et les gens, je les entends, t'as vu le chien, il sait quand c'est le moment de traverser. Ben non, en fait. Qui vient de lui dire qu'il faut y aller, t'as pas entendu, je lui ai dit allez en avant, tu vois. Enfin, et c'est vrai que il y a un petit peu ce truc là de quand le chien fait des trucs, quand ça se passe bien, bravo le chien. Et puis quand le chien fait une bêtise aussi, quand le chien se met à renifler un truc ou quoi, parce que ça arrive quand ils sont au boulot, qu'ils puissent être distraits. Ah mais c'est pas bien, le chien t'as vu, il fait pas bien son travail, il renifle et tout, il est pas censé faire ça. Enfin, les gens, ils sont vachement, ils y vont de leurs petits avis et tout. Bah ouais, mais c'est un chien en fait. Et donc de temps en temps, il y a une odeur qui l'attire. Les gens disent c'est pas bien. Il n'y a pas de nuance dans les propos des gens, c'est ou c'est parfait ou c'est pas bien. Voilà. Et non, en fait, c'est un être vivant qui a des super qualités et puis qui a aussi des petits moments, où c'est moins bien. Et en fait, c'est comme ça. Et c'est vrai que dans l'ensemble, ils font quand même beaucoup de choses. Ils gèrent quand même beaucoup de choses. Mais comme tu le disais, ça reste une responsabilité que tu as toi en tant que maîtresse de chien guide, d'avoir la responsabilité de cet animal, de son bien-être, de ses déplacements aussi, parce que même si c'est lui qui te guide, comme tu le disais, il y a quand même des choses, c'est ta responsabilité. Et dans tous les cas, tu checkes un petit peu, quoi. Oui, et puis répondre à ses besoins, la détente du chien, pouvoir le lâcher régulièrement pour qu'il puisse justement courir, renifler, faire le chien, quoi, tout simplement, relâcher la pression, les soins. Là, on a eu des problèmes d'alimentation avec Réco, des problèmes, il était malade, il a fallu comprendre que c'était l'alimentation qui n'allait pas. Trouver la bonne alimentation. Enfin, il y a toute une responsabilité et encore une fois, pour moi, c'est important ce point-là. Ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas le chien qui prend en charge la pauvre personne handicapée, mais c'est bien nous, en tant que personne, en tant qu'humains, qui prenons en charge ce chien, qui nous apporte des choses merveilleuses, mais c'est nous qui sommes responsables d'un autre être que nous-mêmes. Et ça, c'est je crois, une notion vachement importante, ouais. Et justement, tu nous parles un peu de ces moments au parc canin, etc. Est-ce que par la présence de ton chien, tu as fait une ou plusieurs rencontres assez exceptionnelles que tu n'aurais pas forcément fait en l'absence de Isis ou de Réco ? Oui, plein, dans le bon comme dans le pas bon d'ailleurs, parce qu'on attire beaucoup de gens quand on a des chiens. Donc on attire parfois des gens un peu bizarres. Il y a des gens qui comment dire, parce qu'on ne voit pas et qu'on est avec le chien, qui vont nous considérer un petit peu dans le même camp que des personnes, par exemple SDF, ou qui vont boire beaucoup, etc. Il y a des gens qui m'ont donné des sous parce que j'avais le chien et tout. Ils m'ont donné 2 €, comme si j'étais en train de faire la manche avec mon chien, alors que pas du tout. Ouais, tu attires de la pitié un peu. Complètement. Et donc je rigole, mais c'est pas drôle du tout en fait. Mais il y a ça. Moi, on m'a eu donné de l'argent. J'ai eu aussi des gens qui donnaient des choses aux chiens à manger sans se poser la question si le chien était malade ou pas, si le chien allait, Donc ça, c'est pas évident à gérer. Ouais. Et il y a aussi des rencontres extraordinaires, des gens qui viennent discuter. Ça arrive beaucoup, je trouve, moi, dans les transports. C'est incroyable tout ce qui peut se passer dans les transports. Et je trouve que il y a beaucoup, beaucoup de rencontres, donc de belles discussions. Mais c'est vrai que dans les transports, on est tous dans le même bateau. Ce n'est qu'on est plus souvent dans un bus et dans un métro qu'un bateau. C'est ça. Et puis, il y a une proximité, quoi. On est collés les uns aux autres, on est proches. Ouais. Et puis, c'est des lieux dans lesquels on n'a pas l'habitude de voir des chiens.
aussi. C'est ça. Moi, c'est ce que je constate au final. C'est vrai que dans le métro ou dans le bus, c'est là où on va avoir peut-être plus d'échanges. Oui. Parce que les gens, il y a un truc qu'ils comprennent pas. Un chien dans un bus, un chien dans un métro. Alors maintenant, à Paris, les chiens sont acceptés dans le métro, à Lyon quel aussi. qu'il soit. Non, ça commence, Mais dans le bus, c'est toujours pas le cas. Et pour le coup, les gens, ça enclenche la discussion. Ça attire l'œil, oui. On est là à attendre l'arrêt suivant ou notre arrêt. Enfin, voilà. Donc forcément, oui, ça permet des échanges plus ou moins positifs, je dirais. Moi, j'ai eu un peu quand même. Ça. Voilà, moi, j'ai de tout aussi, mais il y a aussi des échanges très positifs. Il y a des gens avec qui on a fini par s'échanger les numéros et par se revoir, et qui au départ étaient venus juste me poser des questions sur le chien. Là, Réco, du fait que je l'emmène en balade régulièrement, un peu au même parc et un peu aux mêmes heures, on est un petit groupe de maîtres de chiens. Et c'est sympa parce que ça crée une petite dynamique de quartier. La dernière fois, j'étais malade et moi, je vis seule. Quand on est malade au fond de son lit et qu'on vit seul, il faut quand même que le chien sorte. C'est vrai que j'ai pu appeler des personnes qui emmènent leur chien balader et je dis tiens, est-ce que tu peux sortir Réco en même temps que tu vas balader ton chien. Ça crée aussi une dynamique de solidarité qui est sympa, donc c'est chouette. Et puis à la fac, là je le vois là cette année dans la promo, c'est un peu la mascotte. Oui, parce que vous disiez que vous êtes pas 800, mais c'est des promos de combien déjà? On est une vingtaine, c'est pas énorme. Oui, c'est ça. Donc tout le monde le connaît. Et c'est un petit peu la mascotte et ça met une ambiance un peu apaisante. Bon, on a une jeune femme qui a peur des chiens, mais sinon, globalement, ça permet d'approcher le monde. Donc, je peux pas te citer une rencontre, mais je peux te dire que du coup, je côtoie des remarques parfois très 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 maladroites et puis parfois aussi qu'il se passe de très belles choses. En tout cas, je vois que le temps tourne. Et oui, parce qu'il faut le dire, mon petit baby boy est avec moi ce matin, et de fait, il faut combiner tout ça, donc j'avais misé sur l'heure de la sieste, mais j'ai un peu bercé en début d'épisode, peut-être que vous l'entendrez, en tout cas là, ça ronfle et ça dort, donc c'est plus calme. Pour terminer, je me demandais si tu avais un pire et un meilleur moment à nous confier que tu as eu avec Isis, Réco, ou plus largement avec les chiens guides dans toute ton aventure. Alors, je pense que dans les pires moments, il y a quand le chien est malade, et notamment le chien est malade la nuit, il faut sortir à 3-4 heures du matin parce que juste il va pas bien, il a envie de faire ses besoins, ou alors il a pas pu se retenir et donc c'est la grosse galère. Ça vraiment, je l'ai vécu avec Réco, avec Isis. C'est pas cool. Dans les pires moments, il y a aussi eu Isis, une fois, était partie. En fait, elle était au parc à chiens et il y avait un trou dans le grillage du parc à chiens, dans l'enclos. Et elle s'était faufilée dans le trou et elle s'était tirée. Et j'avais pas de canne sur moi parce que je pensais pas qu'elle allait partir. Et donc, j'étais complètement en panique. À l'époque, j'avais appelé ma mère. Mais qu'est-ce que je fais? Ça faisait pas longtemps. Ça faisait 2-3 mois que je l'avais. Et donc, on avait fini par appeler la police municipale. La police municipale disait « Mais je comprends pas si c'est un chien guide. Comment ça se fait qu'il s'est enfui ?» Et donc... il fallait lui expliquer. Enfin, et là, j'avais eu super peur. J'étais complètement désœuvrée. Ça faisait 2 mois que j'avais mon chien. C'était la catastrophe. Et aujourd'hui, je sais pas que j'aurais pas peur, mais je serais serait moins la grosse panique. Et j'avais eu super peur. J'avais eu peur qu'il lui arrive quelque chose. J'avais eu peur. Enfin, bon. Et on l'avait retrouvé finalement tout proche de la résidence où je vivais. Elle connaissait déjà bien son quartier, mais ça avait été quand même très dur. Et puis, dans les meilleurs moments, alors moi, il y a un moment qui m'emplit toujours et que pareil, du coup, j'ai vécu avec Réco et avec Isis. C'est quand on fait vraiment, qu'on est en guidage et qu'on fait vraiment fond tous les deux. C'est-à-dire que je suis sur un trajet que je connais pas ou que je connais peu et je gère les directions, le chien fait son taf, gère les obstacles et on est tous les deux là-dedans à fond et on doit aller... jusqu'à tel endroit et on y arrive et ça fonctionne parce qu'on est tous les deux bien dedans et on se comprend et ça avance et c'est fluide. Alors il y a des moments où c'est pas fluide du tout mais il y a aussi plein de moments où ça se passe merveilleusement bien. On avance dans la rue, on est fiers comme tout, on a la tête haute tous les deux et on est très très heureux d'être là. Et ça, cette espèce de... C'est une osmose un peu. D'esprit d'équipe, quoi, voilà. On est un duo de choc, quoi, à ce moment-là. Et ça, à chaque fois qu'on arrive à un endroit, qu'on a réussi ce qu'on devait faire,
ça a été fluide comme ça. Ouais, moi je serre mon chien contre moi et je suis toujours très très émue parce que c'est voilà, vraiment l'union fait la force. Bah ouais, en fait, là carrément. Ouais. Donc de beaux moments d'osmose où vous êtes vraiment un duo et voilà, on voit plus l'individualité, le chien, le maître, ça match et ça marche très bien en tout cas. Tout à fait. Bon, bah sur ces très belles paroles, je voulais surtout te remercier puisque avec toi, je conclus la saison de 2022 des épisodes. Je vais faire une pause en décembre, mais il y aura bien sûr quand même des choses dans vos oreilles, mais pas forcément des interviews comme ça. Je fais toujours une petite pause pour préparer la nouvelle saison qui commencera en 2023 en janvier. Et voilà, bah, c'est toujours un peu émouvant pour moi de finir. Et ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai l'impression que la boucle est bouclée, dans le sens où, premier épisode de l'année 2022, j'étais aussi partie du côté, comme je te le confiais tout à l'heure, de l'école des chiens guides du Centre-Ouest avec Laurence et Piper dans l'épisode 33, qui est sur Clermont-Ferrand, etc. Oui. Voilà, et sans le savoir, parce que, comme je disais, maman m'a dit « Ah, il faut que tu interroges Manon ». Sans le savoir, je n'ai toujours pas interrogé de Lyonnais en tant que tel, de chien de l'école des chiens de Lyon, du Sud-Est. Oui. Mais ça va venir, et ce sera pour la saison prochaine. De toute façon, c'est prévu. Et voilà, bah, je voulais juste simplement te dire merci, de conclure en beauté, en tout cas, cette nouvelle saison du podcast Futur Chien Guide et de laisser la petite pause hivernale arriver. Eh ben, merci à toi. Je suis très honorée de conclure. Ça me fait très plaisir et merci de m'avoir invitée. Moi, je suis toujours très contente de pouvoir parler chiens et parler chien guide. Donc, c'est super chouette. Merci beaucoup pour l'invitation et puis merci pour ce que tu fais. C'est bien des podcasts qui parlent ouvertement de ça. Eh ben, merci. Et puis, de toute façon, à mon prochain passage à Lyon, oui. On essaye de se croiser, mon prochain au celui d'après, parce que parfois certains sont assez courts si c'est le temps d'un week-end, mais on essayera de se croiser pour enfin se rencontrer en vrai. Avec plaisir. Eh ben merci et à très bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Manon d'avoir accepté immédiatement mon invitation, qui me permet de boucler la boucle avec ma toute première invitée, et de conclure cette saison 3 du podcast Futur Chien Guide. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver des photos de Manon et Rico, mais aussi avec Isis sur futurchienguide.fr et très bientôt la transcription intégrale de cet épisode. Et pour le mois de décembre, retrouvez comme l'an dernier des épisodes Que sont-ils devenus ou QSID enregistrés en live cette année sur mon Instagram. Plus de détails dans ma newsletter mensuelle, d'ailleurs je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Alors à très bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.